Aujourd'hui, je suis super excité de vous présenter un nouvel épisode au podcast Le poids de la nuance, parce qu'on va parler de l'entraînement, l'alimentation par rapport à la santé de la femme. C'est quelque chose que j'étudie en ce moment à l'université et j'ai appris tellement de choses que j'ai l'impression que beaucoup de femmes ne connaissent pas et que même les hommes ne connaissent pas en général par rapport à la femme. Donc aujourd'hui, on va parler de différents aspects. On va parler de l'importance du gras chez la femme, puis pourquoi est-ce qu'elles ont tendance à avoir un pourcentage de gras qui est plus élevé. On va voir s'il y a une différence entre la dépense en énergie lorsqu'on est proche des menstruations, lorsque les femmes en fait sont proches des menstruations, et on va voir différentes recommandations par rapport à la femme enceinte. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Aujourd'hui, on fait un épisode de podcast un petit peu plus spécial où je joue le rôle de l'animateur et je passe au test Simon qui va nous parler de la santé de la femme, mais aussi au niveau de l'entraînement, surtout plus spécifiquement. Donc, je vais poser quelques petites questions. Moi, tout ce que je fais, c'est poser des questions ici. C'est aussi simple que ça. Facile. Donc, je voulais qu'on commence vraiment sur un sujet. On sait que je pense que sur même les réseaux sociaux, on a tendance à dire qu'il y a vraiment des différences entre les entraînements entre les hommes et les femmes ou même l'alimentation entre les hommes et les femmes. Est-ce que tu es d'accord à 100% avec ça? Si oui, sinon, dirige-nous vers quelque part. Ouais. Puis c'est ça, il y a quand même un gros poids aussi là, de l'épisode qui va parler aussi de la nutrition, justement, pour la femme. Mais est-ce qu'il y a des différences concrètement? Non, entre l'homme et la femme. Au niveau entraînement, il y a des facteurs, dans le fond, internes que les femmes vont vivre que les hommes n'auront pas. Ouais. Ça, c'est différent. Par contre, d'un point de vue de tout ce qui est les mécanismes de développement musculaire, etc., il n'y aura pas beaucoup de différence. Fait qu'on a souvent les mêmes types d'entraînement. Il n'y a pas de raison pour laquelle est-ce que les femmes feraient des plus hautes répétitions, les hommes des plus faibles répétitions, etc. Il n'y en a pas. Par contre, bien sûr, physiologiquement, il y a des avantages que les hommes ont. Il y a des avantages. En fait, malheureusement, j'avais envie de dire qu'il y a des avantages pour les femmes, mais si je compare les hommes, il y a plus de désavantages que d'avantages. Par exemple, la vitesse à laquelle on va développer de la masse musculaire, les hommes, ça va être beaucoup plus rapide que chez la femme. Fait que souvent, parfois, on a des attentes peut-être un peu plus irréalistes chez la femme de la vitesse à laquelle on peut développer de la masse musculaire. Ça, c'est une différence au niveau de l'entraînement. Fait que c'est plus par rapport aux adaptations qu'on va faire à l'entraînement, mais de base, vous ne devriez pas, là, les femmes, vous entraîner de manière différente. Au niveau de l'alimentation, le corps de la femme répond aux mêmes lois de la thermodynamique là, que les hommes. Fait que c'est encore une fois dans un contexte de transformation physique, on parle de surplus calorique, on parle de déficit calorique. Cependant, naturellement, comme la femme, elle a un système qui est différent, on n'a pas la même quantité de masse musculaire, on n'a pas la même aussi dépense en énergie en général. Les hommes et les femmes ont les mêmes hormones, mais il y a des concentrations différentes et c'est justement des changements hormonaux qui sont beaucoup plus présents au niveau là, de la femme, puis justement, ça a des impacts, ça. OK. Je sors un peu de mon rôle d'animateur tout simplement parce que c'est un point super important. Puis tu as mentionné aussi qu'on ne devrait pas nécessairement s'entraîner différemment. Là, on parle pas de genre ce que la société veut que le corps de l'homme et de la femme ressemble. Je te dis pas de faire un push-pull-leg si tu veux pas, mettons, avoir un haut du corps développé. Là. Je veux dire, encore une fois, c'est quelque chose qui regarde la personne qui s'entraîne. Au même principe qu'un homme qui veut plus des jambes que du haut du corps, entraîne-toi comme ça. Mais il reste que l'entraînement, les corps réagissent pas différemment, c'est plus au niveau des hormones que là, oui, ça va être différent au niveau du résultat que tu vas avoir, mais la façon de s'entraîner, les outils que tu utilises ne devraient pas être différents. C'est ça. Fait que, un programme qu'un homme fait pourrait être suivi exactement pour une femme. Après, c'est adapté aux objectifs. Là. 100%. OK, c'est bon, je reviens dans mon rôle d'animateur. Fait que souvent, puis là, en fait, je ressors un peu. Pour ceux qui ne le savent pas, en temps normal, dans un calcul de pourcentage de gras, on a tendance à attribuer plus de gras à une femme qu'à un homme. Ça, c'est naturel. Mais concrètement, pourquoi est-ce que la femme a tendance à avoir plus de gras que l'homme? Oui, c'est une excellente question. Puis, en fait, on voit souvent le gras comme un démon, c'est quelque chose qu'on veut se débarrasser. Par contre, c'est aussi un signe de réserve en énergie pour le corps. Puis, imaginons un peu que on veut avoir des backups d'énergie dans la vie en général. Fait que si, mettons, on a une batterie dans une voiture, quand on a une télécommande, on a des batteries. Bref, pour notre corps, ces indicateurs de batterie, c'est la quantité de gras qu'il a. Et dans le fond, dans le contexte de la femme, c'est beaucoup aussi associé à la fertilité. Le tissu graisseux, ça libère une hormone, puis c'est de la leptine. Vous avez probablement déjà entendu parler de la leptine. C'est une hormone qui
crée beaucoup de satiété, en fait, qui envoie un signal disant que, ah, OK, maintenant, on a assez d'énergie, on peut moins manger, etc. Et ce qu'on a découvert, là, c'est que cette hormone-là, la leptine, elle a un rôle sur le déclenchement du cycle menstruel chez la OK. femme. Fait que c'est super important d'en avoir pour avoir une fertilité et une santé, justement, au niveau de nos capacités de reproduction, littéralement. Et c'est pour ça qu'on voit des athlètes de bodybuilding qui sont à des pourcentages de gras 12-14 qui, justement, perdent leur menstruation. Mhm. Parce que, vu qu'ils ont un pourcentage de gras qui est moins élevé, moins de tissu graisseux, il y a beaucoup moins de leptine qui est libérée. Puis cette leptine-là, elle envoie comme un signal à notre hypothalamus qui est comme « Oh my God, je libère des hormones pour justement déclencher le cycle menstruel ». Si on n'a pas ce premier messager-là, on n'a simplement pas de cycle menstruel. Mhm. Donc, souvent, c'est un signe de fertilité, littéralement. Fait que c'est important d'avoir du gras et c'est pour ça aussi que la femme va tendance à conserver un pourcentage de gras qui est plus élevé. Dans les normes minimales de pourcentage de gras qu'on pourrait avoir, les hommes peuvent fonctionner à 5 de gras. Tandis que la femme, en dessous de 14 hyper difficile et menaçant pour la santé, beaucoup de dérèglements hormonaux. Donc, souvent, il faut aussi équilibrer nos attentes. Être shredded en tant que femme comme Mhm. un homme, honnêtement, pour votre santé, vous ne serez pas capable de tolérer ça sur une longue période de temps. Puis c'est pour ça qu'on entend souvent maintenant, quand même un peu plus, on voit un peu plus sur les réseaux des femmes qui disent mon pourcentage de gras, ça c'était en compétition, mais à l'année longue, j'ai pas l'air de ça parce Non. que c'est super difficile. Un fun fact par rapport à ça aussi, c'est justement par rapport à la puberté aussi. Parce que le pourcentage de gras aurait aussi un impact sur le déclenchement de la puberté chez les jeunes filles. Puis en ce moment, on est dans une société, au cas où vous ne le savez pas, où est-ce que l'obésité infantile continue d'augmenter à chaque Mhm. année. Et justement, ce qui a été observé, c'est qu'aussi avec cette obésité infantile-là, c'est vraiment une parenthèse qui n'a pas rapport avec l'entraînement, là, mais les jeunes filles ont tendance à avoir leur puberté plus jeune maintenant qu'avant. Fait que là, on parle d'en moyenne 8 à 11 ans où est-ce que la puberté peut commencer, tandis qu'avant, on était plus proche du 11 à 13 ans. Mhm. Puis ça, c'est justement à cause qu'on a réalisé que le pourcentage de gras, ça favorisait justement la santé sexuelle d'une certaine manière. Fait que c'est vraiment une petite parenthèse super intéressante. Puis ça l'a vraiment, c'est pour ça qu'aussi j'ai tendance à vouloir dire qu'avoir un pourcentage de gras, c'est quand même important. Sa manière, c'est pas juste du démon, ça a une utilité. Ouais, puis on parle, tu sais, un pourcentage de gras aussi, tu sais, je veux dire, là, on parlait du 5 tu sais, je pense pas que ça vaut la peine non plus pour un homme d'être à 5 tu Non, non, sais, non, c'est non, ça non. l'affaire. Tu sais, c'est comme un minimum qui est atteignable si tu vas en compétition. Même il y en a qui sont comme à 4 je Ah pense oui, que oui, c'est oui. comme la borne inférieure possible, 4 en général, Ouais, là, ouais, ouais. pour que ça soit viable. Mais tu sais, même 5 ça se peut que tu te sentes pas très bien en tant qu'homme, comme ça se peut qu'à 14 en tant que femme, tu te sens pas très bien aussi. C'est pas nécessairement, comme Simon l'a dit, c'est pas nécessairement un pourcentage de gras que tu veux rester à pour le plaisir, là. Fait que c'est juste, faut faire attention à ça aussi. Exact. Ouais, ouais, ouais. OK, cool. Prochaine question, on jump directement à un autre sujet. Ouais. Parce qu'évidemment, je pense que quand tu sais, as des clientes femmes, j'ai des clientes femmes, en temps normal, les SPM sont des choses qui vont être impactantes pour les femmes, justement, dans leur entraînement. Fait qu'on sait qu'il y a des symptômes qui sont communs. Je serais quand même intéressé à ce que tu nous en parles, mais aussi que tu nous parles, est-ce qu'il y a des façons de minimiser ces symptômes-là pour être en mesure de progresser davantage? Je peux dire Ouais, ça de ouais, même. ouais, je comprends. Puis, tu sais, c'est vraiment en lien d'une certaine manière, là, les menstruations, parce que ça a beaucoup, tu sais, ça a beaucoup d'impact sur le progrès qu'on peut avoir d'une certaine manière, puis des impacts qui sont souvent indirects. Il y a énormément de symptômes, puis même moi j'étais surpris justement lorsque j'étudiais la liste de symptômes qui étaient possibles qu'on pouvait avoir là, en tant que c'est un syndrome prémenstruel, mais il y a énormément de symptômes qui sont différents puis qui sont vécus différemment Ouais. d'une femme à l'autre. Il y a des personnes qui vont avoir d'énormes douleurs, il y a des personnes qui vont pas avoir de douleurs, il y a des personnes qui vont avoir des problèmes d'hypersomnie, fait qu'ils vont dormir énormément, d'autres ils vont faire de l'insomnie, des problèmes d'énergie, bref, il y en a énormément. Et la première étape, c'est vraiment de connaître c'est quoi son cycle en premier, puis c'est quoi les impacts que ça a. Est-ce que c'est au niveau de notre humeur? Est-ce que c'est au niveau de notre énergie? Une fois qu'on connaît ces dérèglements-là, puis je vous invite aussi à aller lire par rapport à ça, même si vous êtes une femme, parce que parfois, il y a des choses qu'on se dit que c'est pas un symptôme, c'est juste normal, Ouais. mais c'en est un. Puis même de questionner là, votre médecin par rapport à ça, on n'en parle pas assez, puis même dans nos cours, on voit que la majorité des femmes ne savent pas Non. c'est quoi qui font partie de leurs symptômes, parce que souvent on dit juste, c'est normal que ça saigne, c'est normal qu'on ait mal, mais il y a plein d'impacts qu'on peut avoir. Mais bref. C'est quoi les impacts que ça peut avoir? C'est que généralement, ça a un impact au niveau de toutes nos habitudes de vie
Quand on se sent fatigué, quand on est ballonné, quand on a mal au ventre, quand on a un gain de poids, on se dit ah ben là j'ai pas d'énergie pour aller m'entraîner. Ah, j'ai pas la motivation de me faire à manger, j'ai envie de manger des choses qui me font du bien parce que j'ai mal, etc. Puis c'est souvent ça qui crée que c'est difficile d'adhérer à une structure Ouais. d'entraînement, une structure alimentaire. Mais sachez que même si vous êtes dans vos menstruations, en fait, ils s'en viennent, vous n'avez pas une dépense en énergie qui est différente. Si vous dépensez 2000 calories, durant cette période-là, vous allez encore dépenser 2000 calories. Puis souvent, les gens, c'est quand même un mythe qui est circulé que quand on approche notre cycle, on a besoin de manger plus, etc. pour affronter ça. Non, malheureusement, il n'y a vraiment pas de différence dans la dépense en énergie. Il y a même une diminution de la dépense en énergie parce que, justement, il y a plus d'inactivité physique dans ce contexte-là. Donc, il n'y a vraiment pas de changement au niveau de la physiologie de ce côté-là. Et dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ça? En ce moment, les études, il y a juste un supplément qui a été étudié qui est concluant pour avoir des effets bénéfiques au niveau du syndrome prémenstruel, et c'est la supplémentation en calcium. Fait que si jamais vous avez des gros symptômes prémenstruels puis vous voulez avoir de l'aide par rapport à ça, je vous conseille de vous en parler à votre pharmacien et à votre médecin parce que ça pourrait potentiellement vous aider. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la supplémentation en calcium à des fins de traitement pour ça, ça a quand même des effets secondaires. Fait qu'il faut que les effets bénéfiques soient supérieurs aux effets secondaires et pour ça, consulter un professionnel de la santé, c'est le plus important. Mais je vous dirais, peu importe ce qu'on peut vous vendre en ligne, peu importe ce qu'on peut vous vendre dans un magasin de suppléments, il y a vraiment juste la supplémentation en calcium que c'est confirmé que ça a des effets positifs. Sinon, certaines débouchés au niveau là, de oméga 3, vitamine D, qui sont déjà des bons suppléments à prendre à la base en général. Mais vraiment, si vous avez une option de traitement prévention, ce serait la supplémentation en calcium. Sinon, mon Dieu, je m'étale là-dedans, mais méthode contraceptive aussi, important de parler avec votre médecin ou votre gynécologue. Souvent, les femmes n'ont pas tendance à en parler ou pas être assez informées, mais il y a énormément de méthodes contraceptives qui peuvent justement avoir un impact positif sur le syndrome prémenstruel. Donc, parlez-en parce que parfois, vous pouvez régler des problèmes assez rapidement quand vous êtes plus jeune, puis pas attendre à 35 ans où est-ce que c'est plus difficile, puis vous êtes comme « Ah, c'est normal ». Mais bref, en gros, parlez-en à votre médecin puis à votre gynécologue, ils ont vraiment plein d'options pour vous. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Ouais, c'est ça. Puis juste faire une parenthèse là-dessus aussi, je pense que beaucoup de femmes qui écoutent ça aussi, tu sais, la pilule contraceptive ou juste les manières de contraception ont aussi énormément d'effets négatifs aussi. Fait que c'est correct aussi si tu n'es pas visé par ce conseil-là. Encore une fois, chaque personne est différente. C'est important d'en parler à ton médecin parce que probablement que c'est la personne qui peut mieux te conseiller là-dessus. Tu sais, on a entendu plein d'histoires mettons, stérilet qui ne fonctionne pas ou pilule contraceptive qui empire des symptômes. Fait que c'est important de savoir qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Donc ça, c'est juste un petit bémol que je veux donner. Fait que, overall, si on résume, l'alimentation devrait le plus possible rester la même parce que la dépense calorique reste la même. L'idée au niveau de l'entraînement, une petite parenthèse que je veux faire, c'est que c'est aussi normal que les poids ne montent pas cette semaine-là à un certain point. Si tu es dans un inconfort constant, déjà juste d'aller au gym puis d'être en mesure de maintenir une activité physique, moi je pense que c'est super positif. Puis ça serait pas nécessaire d'essayer de faire ton PR, tes records cette semaine-là. Puis ça serait important que tu ne tape pas sur la tête parce que tu n'es pas capable de faire ces records-là. C'est normal, c'est hormonal, c'est pas juste dans ta tête. C'est physique, c'est physiologique. Fait qu'il faut pas que tu te casses la tête avec ça, mais juste d'y aller, je pense que c'est déjà quelque chose de super intéressant. Puis je veux ajouter, excuse-moi, pendant que tu y portes, parce que là, j'ai parlé dans le fond des impacts négatifs, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, mais j'ai pas parlé de qu'est-ce qui influence négativement quand même aussi le syndrome prémenstruel. Puis pour vous outiller, consommation d'alcool et de caféine lorsqu'on arrive proche des menstruations, ça peut justement exacerber les symptômes. Donc, essayez-le, testez-le, voir si 5 jours justement avant vos menstruations, vous arrêtez l'alcool et la caféine pour voir si vous avez moins de symptômes. Ça fonctionne pour certaines personnes. Et sinon, le stress. Le stress est corrélé avec une augmentation. Est-ce que ça nous surprend? Pas tant que ça, mais une augmentation des différents symptômes qu'on peut avoir avant les menstruations. Et
La question aussi qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'activité physique, ça a vraiment un bienfait au niveau des crampes menstruelles, au niveau des symptômes qu'on peut avoir? Et en ce moment, ce qui est dit, c'est que le principal facteur que l'activité physique va jouer par rapport à ces symptômes-là, c'est la diminution du stress. Mhm. Ça ne va pas nécessairement avoir un bénéfice par rapport aux symptômes qu'on va avoir au niveau de l'énergie, au niveau des crampes. Par contre, au niveau de la réduction du stress, ça fait que justement les symptômes sont moins exacerbés. Fait que, petite parenthèse sur l'activité physique parce que ça ne fait pas de miracle. Par contre, ça peut vraiment vous aider quand même au niveau de la gestion du stress, qui est vraiment un gros facteur qui justement augmente ces symptômes-là. Ça a du sens. Puis si on switch dans un sujet qui est différent à ce moment-là, tu sais, on parle souvent de, puis ça t'est sûrement déjà arrivé, quelqu'un qui, écoute, je suis devenue enceinte, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois changer mon entraînement? Est-ce que j'arrête de m'entraîner? Est-ce que, tu sais, je veux dire, ça serait quoi tes conseils pour, mettons, une femme qui est enceinte, en Ouais. fait, puis qui veut s'entraîner, rester en forme? Fait que souvent, on se dit, oh mon Dieu, quand je suis enceinte, il faut que j'arrête de faire des activités qui pourraient être dangereuses ou des affaires du genre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, les recommandations pour les femmes enceintes sont essentiellement les mêmes que les femmes. Fait que continuer la pratique d'activité physique, là, c'est super sain, c'est idéal justement pour limiter le gain en poids, parce qu'au cas où vous ne le savez pas, il y a des normes de gain en poids qu'on peut avoir, et en fait, qu'on doit normalement suivre d'une certaine manière, puis qui est suivi par le médecin par rapport à où est-ce que vous êtes rendu dans votre grossesse. Et justement, pour limiter les gains en poids qui sont trop élevés, l'activité physique est super pertinente pour ça. Au niveau de la réduction des douleurs qu'on peut avoir, par exemple, au niveau des grossesses, au niveau du bas du dos, au niveau des genoux, etc., super pertinent. Mais il n'y a pas. Les seules choses qu'il faut éviter, dans le fond, dans un contexte d'activité physique, c'est vraiment tous les sports qui pourraient avoir un impact frontal. Fait qu'au niveau abdominal, au niveau de tout ce qui est chute aussi, tout ce qui est combat. On va se le dire. Là. Fait que tous les sports de boxe, souvent, c'est là qu'on va, après avoir un certain stade, on va arrêter de faire du ski parce qu'on a des risques de chute, etc. Mais sinon, dans notre contexte à nous, qui est l'entraînement en résistance et la musculation, on peut faire ça littéralement jusqu'à 40 semaines. Mais la réalité, c'est que c'est jusqu'à ce qu'on sente un inconfort par rapport à les changements au niveau posturaux que ça fait. Parce que veut pas, avoir un bébé, avoir un abdomen qui est plus grand, ça crée une biomécanique différente. Squatter, par exemple, ça devient plus pareil. On a un poids qui nous tire vers l'avant. Bref, ça a quand même des considérations qui sont intéressantes. Puis moi, je vous invite justement là, à faire personnaliser votre programme d'entraînement dans ce contexte-là. Justement, un, pour vous rassurer. Deux, pour éviter justement de développer des blessures. Mais c'est extrêmement recommandé. Il n'y a pas assez de femmes qui restent actives durant cette période-là. Un bémol, puis ça, tu sais, c'est quelque chose aussi qui a été full au courant, c'est que si vous n'étiez pas en forme avant d'être enceinte ou ne pratiquiez pas d'activité physique, ce n'est pas le moment d'intégrer de l'activité physique, généralement. On recommande pas, par exemple, souvent, on entend, est-ce que je peux courir si je fais de la course? Si je faisais pas de course avant, est-ce que je peux commencer à courir? Normalement, les recommandations, c'est non, de ne pas faire une nouvelle activité. Aller marcher, rester actif, oui, ça compte, mais on ne recommande pas de faire une nouvelle activité, surtout aérobie. Au niveau de la musculation, souvent, on peut quand même faire de la prévention, avoir un transfert, mais si vous commencez une activité, il faut que vous soyez suivi parce qu'il y a plein d'autres problématiques qui peuvent être développées, etc. Fait que bref, si vous n'avez pas commencé l'activité physique avant, soyez suivi si vous voulez en entamer durant votre grossesse, c'est super pertinent. Bémol au niveau de l'alimentation, si vous êtes enceinte, allez voir un nutritionniste par rapport à ça. Parce que oui, il y a une augmentation aussi de la dépense en énergie qui est importante. Et il y a beaucoup de supplémentation qui est recommandée dans ce contexte-là. Par exemple, l'acide folique, où est-ce qu'on doit augmenter. Fait que médecins et nutritionnistes vont vraiment vous aider pour avoir une grossesse qui est saine et que autant pour la mère que aussi pour le fœtus et le futur bébé. Oui, bémol sur le bémol de l'exercice physique. Fait que, tu sais, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est, tu sais, je veux dire, si tu veux commencer, mettons, une nouvelle activité physique comme de l'aquaforme, ce genre d'affaires-là, il n'y a pas nécessairement de problème. Il faut juste que tu fasses attention à ce qui est extrême. Tu sais, c'est pas maintenant que tu vas te dire, ah, je vais commencer un triathlon. C'est là je vais commencer à me mettre en forme pour un triathlon. Pas tant le bon moment. Tu sais, si tu veux commencer la musculation 3 fois semaine à intensité modérée, il n'y a pas nécessairement de stress. Mais le but, c'est que comme souvent, on a tendance à se dire, justement, c'est ça, la course, c'est un exemple. Ah, je commence la course, je commence à l'escalade, des affaires qui sont
Ce qui demande une très bonne intensité, c'est plus ça que tu dois limiter. Là. Ouais. Puis justement, juste faire une autre parenthèse, on entend souvent que les sauts, c'est pas une bonne idée. C'est quoi ton opinion là-dessus? Honnêtement, c'est jusqu'à ce qu'il y ait un inconfort au niveau Ok. des sauts. Souvent, la problématique, c'est qu'on va développer des problèmes, peut-être des douleurs au niveau du genou puis au niveau du bas du dos à cause du changement de la répartition de notre centre de masse. Parce que maintenant, on a un poids en avant de nous un peu plus. Il n'y a pas vraiment de contre-indication par rapport au saut, à moins que ça fait un inconfort ou qu'on ait de la douleur. Mais généralement, je vous dis, à un moment donné, sauter devient une tâche énorme lorsqu'on a, par exemple, 20 livres de plus au niveau abdominal. Fait que c'est surtout ça, l'inconvenant. Mais il n'y a pas de danger, c'est pas parce que tu sautes que là, c'est dangereux. Là. C'est surtout pas nécessaire. C'est juste ça que je veux mentionner. On dirait que les femmes, souvent, les femmes enceintes vont avoir cette question-là, mais genre, t'as pas besoin de sauter. Non, en effet. C'est pas grave. Au pire, si t'es comme, OK, moi, les sauts, j'aime pas ça, puis au pire, ça me fait peur, ou, tu sais, fais-le pas. Saute pas. C'est pas grave, tu sais, je veux dire, il y a plein d'autres choses que tu peux faire sans sauter, tu peux rester active, là, t'es pas obligé de faire des burpees, puis de toute façon, je suis sûr que t'aimais même pas ça avant d'être enceinte, fait que tu vas pas aimer ça non plus maintenant. Alors, encore moins, là. Non, c'est ça, je me dis. Dernier point, parce que je suis pas sûr si je l'ai dit, je l'ai amené comme ça, mais c'est vraiment normal d'avoir un gain en poids lorsqu'on est enceinte, et il ne faut pas essayer de ne pas en avoir, à moins que vous êtes en situation d'obésité, parce que les recommandations sont différentes en situation d'obésité. On ne veut pas de gain en poids, mais ça, c'est vraiment situation d'obésité. Mais sinon, c'est normal de voir un gain en poids parce que vous avez littéralement quelque chose qui croît en vous, qui se développe en vous. Il ne faut pas essayer d'être comme « Oh mon Dieu, sur la balance, je pèse plus ». C'est normal, ne stressez pas. Mais si ça vous inquiète, justement, consultez votre médecin. Il connaît les recommandations, votre gynécologue, votre nutritionniste aussi, va connaître les recommandations de gain en poids, puis ils vont juste vous proposer des ajustements, mais ne stressez pas par rapport à ça. La majorité des femmes aussi retrouvent leur poids initial s'ils n'en ont pas pris énormément. Fait que, inquiétez-vous pas par rapport à ça. Donc, ça fait un peu le tour des particularités qu'on pourrait avoir au niveau de la femme, de l'alimentation et l'entraînement par rapport aux hommes. En grosse conclusion, vraiment, le standpoint, c'est toujours au niveau, puis je trouve que c'est vraiment pas sexy vu qu'on en parle tout le temps, mais vraiment la stabilité au niveau de la routine puis des habitudes de vie, c'est ça qui vous permet que quand même avoir vos objectifs de perte de gras, vos objectifs de développement musculaire, donc vraiment viser le plus possible à stabiliser la routine, puis simplement soyez consciente et dernier point, informez-vous aussi si vous pensez que vous n'en savez pas assez. Il y a énormément de choses à savoir, c'est vraiment fantastique. Mais soyez-vous d'être bien informé pour être mieux outillé par la suite. Si vous avez des questions par rapport à ça, habituellement, je dis écrivez à Coach D, mais il étudie pas au cycle supérieur par rapport à ça. Fait que vous pouvez m'écrire à moi directement, coachsim.knval sur Instagram. Puis si vous avez d'autres sujets que vous voulez aborder avec Coach D, vous pouvez l'écrire aussi à coachd.knval sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée.